Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local dénonce les détournements présumés de plus de 100 millions de dollars destinés à indemniser les victimes de la guerre de Kisangani. Ces détournements présumés est qualifié de crimes financiers par l'organisation qui réclame réparation. Des accusations que rejettent les coordonnateurs du Frivao. Vive tension à Bounassé jeudi. Des conducteurs de taxi-moto ont envahi plusieurs artères principales de la ville pour protester contre la décision de la PCR qui oblige désormais chaque motard à porter un casque et un gilet. La police rappelle pourtant qu'il s'agit d'une mesure salutaire qui est destinée à lutter contre les accidents de circulation. Dans un rapport publié, le CREFDEL révèle que plus de 100 millions de dollars américains destinés à financer les indemnisations des victimes de la guerre de Kisangani encaissées de janvier 2022 à décembre 2024 ont pris d'autres destinations. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Valérie Madianga, le coordonnateur de cette structure. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFDEL-ASBEL tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié mercredi à Kinshasa, cette organisation dénonce les détournements présumés de plus de 100 millions de dollars destinés à indemniser les victimes de la guerre de Kisangani. Alerte donnée à l'issue d'une enquête citoyenne menée sur la gestion de cet argent par le Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, FIVAO. Selon les CREFDEL, sur les 105 millions de dollars collectés entre janvier 2022 et décembre 2024 pour indemniser les victimes ou leurs ayants droit, seuls 2 millions ont été effectivement versés jusqu'au 8 octobre 2024. Ces détournements présumés est qualifié de crimes financiers par l'organisation qui réclame réparation. Des accusations que rejettent les coordonnateurs du Frivao. Grâce à Mzati Massansi nous en dit plus. Selon CREFDEL, aucune loi de finances de l'année et de reddition des comptes ne retrace l'encaissement de ces montants dans les comptes de l'État et Frivao en tant qu'organisme public n'apparaît pas dans les documents budgétaires votés par le Parlement et promulgués par le président de la République. Ces fonds ont été mouvementés dans au moins 10 comptes bancaires ouverts à la Robank, dont 7 ont directement pour mandataire le ministère de la Justice, alors que les décrets portant création des Frivao ne les désignent pas comme ordonnateurs des dépenses. Pire encore, l'argent des victimes a même servi à financer les activités d'un bureau d'échange dénommé ClickChange SRL à hauteur de 4,2 millions de dollars, dénonce CREFDEL. Face à cette situation, CREFDEL demande l'ouverture d'une enquête contre tous les gestionnaires des comptes bancaires liés à ces fonds depuis le premier encaissement jusqu'à nos jours. En réaction, le coordonnateur du Frivao affirme que CREFDEL a une perception tronquée et erronée concernant la nature, la vocation de ces fonds de l'Ouganda et de la mission dévolue à Frivao. Il rappelle que son équipe, suspendue pendant une année, n'a été réhabilitée qu'en juillet 2025. Cependant, Monseigneur François Moirabou reconnaît qu'avant sa suspension, un montant de 101 millions de dollars était mis à la disposition du Frivao. Mais c'est au ministère de la Justice et à la coordination intérimaire d'y répondre, conclut-il. Parlons de la remise et reprise ce jeudi au Palais du Peuple à Kinshasa entre le président honoraire de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et le vice-premier président Isaac Jean-Claude Tshilumbai. Cette cérémonie intervient après la démission de Vital Kamerhe déposée lundi. Conformément au règlement intérieur, la fonction est désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbai en attendant l'élection de nouveau président par la plénière. Dans ce mot de circonstances, Vital Kamerhe a encouragé son successeur à défendre avec fermeté les présidents de la République ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Il affirme qu'il restera disponible en cas de besoin car la République passe avant tout. Vive tension à Bounia ce jeudi.
des conducteurs de taxis-motos ont envahi plusieurs artères principales de la ville pour protester contre la décision de la police de circulation routière qui oblige désormais chaque motard à porter un casque et un gilet. Certains manifestants ont été interpellés et leurs motos saisies. Selon les autorités, cette mesure de sécurité publique vise à identifier les motards et à lutter contre la criminalité urbaine. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile. Depuis les premières heures de la matinée, des groupes de motards sillonnent la ville à coups de klaxons pour manifester leur désapprobation de la décision de la police leur imposant le port de casque et de gilet. La police rappelle pourtant qu'il s'agit d'une mesure salutaire qui est destinée à lutter contre les accidents de circulation. Le commissaire supérieur Ndorolire Asimwe, commandant de la PSR à Bunia, précise. Nous avons fait passer beaucoup de sensibilisation pour les casques et pour leur protection. Et à ce qui concerne les gilets, avec beaucoup de criminalités que nous connaissons dans notre ville de Bunia, il arrive des fois que ces criminels ne sont pas identifiés. Sur chaque gilet, il y a un numéro. Et c'est facile maintenant d'identifier ces motards-là. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Certains motards qui se sont déjà procurés ces équipements dénoncent des agressions de la part de leurs collègues qui refusent d'appliquer la mesure. Loanzo Kalimba, un motard rencontré dans le riz de Bunia, s'indigne. Nous qui nous sommes permis déjà d'acheter avant, d'autres se sont contestés immédiatement. Donc une fois qu'ils te voient avec le casque ou avec le gilet, ça devient tout à fait difficile de les fréquenter. D'autres enfants estiment que le prix de $20 américains pour obtenir gilet, casque est trop élevé. En attendant une solution durable, les rues de Bunia restent sous tension entre partisans et opposants à cette nouvelle mesure. Bunia, Jean-Claude Petit, Radio Okapi. La RDC et le Rwanda ont convenu, lors de la deuxième réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire tenue les 17 et les 18 septembre à Washington, de la mise en place d'un ordre opérationnel au port pour faire progresser les concepts d'opération CONOPS adoptés dans le cadre de l'accord de paix signé entre les deux pays sous l'égide des États-Unis. Selon un communiqué du département d'État américain publié hier jeudi, l'ordre opérationnel qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025 prévoit notamment la neutralisation des FDLR et groupes associés, la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le rétablissement de l'autorité de l'État congolais. Selon le communiqué, les partis ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et dans la région de Grand Lac. Pendant ces temps, une quarantaine de présumés combattants du M23 présentés à la presse à Kisangani dans la province de la Chopo. Parmi ces combattants, il y a des rendus et des capturés sur les lignes de front du Nord Kivu et du Sud Kivu selon les FARDC. C'est ce qu'a indiqué mercredi à la presse le porte-parole de la 3e zone de défense, le major Nestor Mavoudissa. D'autres précisions avec Jacques Moukonkole. Au total, 45 éléments, dont 2 mineurs d'âge, se sont échappés des mains des M23 et sont arrivés à Kisangani ces derniers jours. Parmi eux, 30 se sont rendus au FARDC, tandis que 15 autres ont été capturés au front. À Kisangani, ils sont totalement pris en charge par les autorités militaires. Selon le porte-parole de la 3e zone de défense, le major Nestor Mavoudissa, ces vagues de défection sont la résultante du mauvais traitement dont ces militaires sont l'objet de la part des insurgés dans les centres de formation de Rumangabo et Nyangezi. Témoignage de l'un d'eux. J'étais comme un animal, il n'y avait pas des habits, il n'y avait pas de salaire, à manger c'est difficile. C'est pour cette raison que j'ai vu que je ne peux pas rester pour souffrir. Nous ne dormions pas même dans des maisons, nous restons simplement dans la forêt comme ça, dans des trous qu'on appelle des trash. Et c'est pour cette raison que nous avons pris la fuite. Rappelons aussi que le porte-parole de l'état-major général de FARDC exhorte les militaires se trouvant encore sous l'emprise du M23 de tout faire pour se séparer d'eux et si possible même de se retourner contre eux. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi. Revenons encore une fois à Nitouri. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en charge de la protection et des opérations en visite dans la province s'est rendue ce jeudi à Tchabi, entité située à environ 156 km au sud de Bunia, dans les territoires d'Irumu, accompagnée d'une forte délégation dont le gouverneur militaire de province et le chef de bureau de la MONUSCO Ituri, Viviane Van de Peer, a rencontré les représentants de la communauté locale. Elle a également
procéder à la remise officielle aux autorités du nouveau commissariat des polices locales dont la construction a été financée par la MONUSCO dans le cadre des projets à impact rapide. Depuis Tchabi, retrouvons notre envoyé spécial Martial Kiza Biamungu. Ce nouveau bâtiment de la police nationale congolaise vient remplacer l'ancien construit à l'époque coloniale et qui était dans un état de vestité avancé. Il est équipé des matériels informatiques et de mobilier. La population composée en majorité des retournés salit cet appui de la MONUSCO. Elle affirme que c'est le signe de l'espoir pour les retours de la paix à Tchabi, entité plusieurs fois victime des exactions des rebelles des ADF. Elle souhaite cependant le déploiement rapide des éléments de la police nationale congolaise PNC dans les milieux pour consolider la relative accalmie observée sur place dans plusieurs semaines. Nous avons l'espoir d'une bonne sécurité dans notre entité victime plusieurs fois des exactions des rebelles des ADF, ont déclaré les habitants. Comme en réponse à leur doléance, le gouverneur provincial, le général Denis Luboya Kachama, a promis le déploiement rapide de la police dans cette entité pour la protection des civils et les retours effectifs de l'autorité de l'État à Tchabi. De son côté, Viviane Van de Père a réitéré le soutien de la MONUSCO au FARDC et à la police nationale congolaise pour pacifier cette entité sous menace des rebelles des ADF. Depuis Tchabi, Martial Kizabiabongo, Radio Okapi. Dans la ville de Béni, les responsables politico-administratifs, les cadres des bases, les acteurs de la société civile ainsi que les forces de sécurité participent à une formation de 3 jours à la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Organisée par le Pôle Institute en partenariat avec le gouvernement provincial, cette session vise à doter les participants de notions essentielles pour renforcer leur efficacité dans la lutte contre ces phénomènes au sein des communautés. Marc Marofimbo pour les précisions. Les participants échangent notamment sur l'extrémisme violent et ses manifestations au Nord Kivu et en Ituri, la résolution pacifique des conflits, la médiation et les mécanismes consultatifs pour y parvenir. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la persistance des violences et conflits armés dans les 2 provinces. Selon les organisateurs, il est urgent de renforcer les capacités des autorités locales et leaders communautaires afin de trouver des solutions durables aux crises qui affectent la région. Innocent Posé est facilitateur de cette activité. Il y a un constant fait depuis un temps. Et pour y remédier, nous avons pensé que travailler ou échanger avec les autorités sur ces questions qui nous touchent, qui affectent principalement nos communautés, et voir avec les autorités comment on peut en saisir d'abord le sens, mais aussi ensemble voir pourquoi il y a ces problèmes qui persistent et quelles peuvent être les voies possibles pour sa résolution. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Paix au-delà des frontières, un programme transfrontalier mis en œuvre en RDC et en Ouganda par Pôle Institute. Béni, Marc Marofimbo, Radio Okapi. Revenons dans la capitale pour parler du désarroi des habitants de certaines parties du quartier Maziba. C'est le cas de ceux de la 2e à la 6e rue. Ils se disent abandonnés par le gouvernement après avoir subi les inondations de pluie du mois de juin dernier. Pour preuve, pas de travaux d'aménagement engagés par le gouvernement depuis cette catastrophe. Les sinistrés de ces quartiers situés dans la commune de Matete vivent entre la colère et la peur. Ils redoutent ainsi de vivre à nouveau ces épisodes malheureux d'inondation au moment où la ville s'attend à de nouvelles pluies. Retour dans l'un des quartiers victimes des inondations de pluie et comment se passe la vie sur place. Reportage signé Lukinzao qui est descendu dans ce quartier. 3 mois après la tragédie de juin dernier, la population du quartier Maziba essaye de prévenir les inondations tant soit peu avec des initiatives moins rassurantes. Des charrettes ou pousse-pousse viennent décharger des immondices en vue de hausser le niveau de la terre rongée par les inondations sur demande des habitants. Une des causes de cette catastrophe, c'est l'arrêt des travaux de construction d'un caniveau censé conduire l'eau jusqu'à la rivière Ndjili. Mathieu Kachinadi, un des sinistrés, fait appel au gouvernement. À mon niveau, je ne peux rien prévoir, je n'ai pas de moyens. C'est le gouvernement qui peut prévoir. Le caniveau est plein. On ne vient même pas nous dire non, nous allons peut-être déboucher pour continuer le caniveau jusqu'à la rivière. Non, on est là. C'est comme si nous n'avons pas l'État, nous sommes abandonnés à notre propre sort. Pour Mami Tioui, des constructions anarchiques qui bloquent le passage des eaux sont aussi une autre cause. La 5e rue est déjà inondée en ce moment alors qu'il n'y a pas encore de pluie. L'endroit que l'État a laissé vide est occupé par des constructions anarchiques. Du coup, l'eau ne sait plus passer.
passé. En cas de pluie, vous allez compter des morts à la 5e et à la 6e rue. 6e et 5e mairie. Les habitants de ces quartiers ont par ailleurs affirmé n'avoir pas été sélectionnés parmi les sinistrés installés au stade Tata Raphaël. Nord Kivu, avant d'aller plus loin, ils sont partout dans les rues de Goma. Certains portent des bassins sur la tête, des paniers remplis de fruits, tomates, poissons frais et d'autres des cartons de biscuits ou des vêtements. Ce sont les vendeurs ambulants ou comme on les appelle ici, les vendeurs à la sauvette. Pour beaucoup, c'est le seul moyen de faire vivre leur famille dans un contexte économique difficile. Actualité internationale. L'une des bêtes noires de Donald Trump, l'ancien directeur du FBI, James Comey, a été inculpé jeudi 25 septembre notamment pour entrave à la justice. Une décision immédiatement saluée par le président américain dont les pressions visant ses adversaires politiques commencent à porter leurs fruits. L'invité. Notre invité est le coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL. Valérie Madianga s'exprime sur les rapports que vient de publier sa structure, révélant que plus de 100 millions de dollars américains destinés à financer les indemnisations des victimes de la guerre de Kisangani encaissées de janvier 2022 à décembre 2024 ont pris d'autres destinations. Ils s'entretiennent avec Grâce Amzati Massanzi. Valérie Madianga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quelle est la méthodologie utilisée pour parvenir à produire ces rapports qui dénoncent ce que vous appelez crimes financiers au sein du FRIVAO? Notre méthodologie, elle est connue, c'est celle que nous utilisons de temps en temps. Premièrement, nous faisons la collecte des données et là, nous avons eu accès aux relevés bancaires, notamment de tous les mouvements de fonds effectués par FRIVAO. Et aussi, nous avons eu accès à des virements bancaires à travers d'autres comptes bancaires. Donc, c'est ce qui nous a permis de comprendre davantage ce qui se passe. À la fin de toute forme de collecte de données, nous avons organisé des entretiens avec au moins 50 victimes au niveau de Kisangani et aussi dans les territoires de Yaouma et Banalia. Ça nous a permis de comprendre si ces derniers ont eu accès à leur paiement. Donc, c'est ça. Après tous ces mouvements, nous avons organisé des analyses de données. Au terme de nos analyses, nous avons écrit officiellement à FRIVAO, notamment au coordonnateur et aussi au président du conseil d'administration. Et notre courrier a été adressé au ministre de la Justice, qui est le secteur de tutelle, avec copie pour information à madame la première ministre, pour obtenir quelques informations clés et confronter avec ce que nous avions. Qu'est-ce que vous avez constaté en ce qui concerne les fonds destinés à l'indemnisation des victimes de Kisangani? De manière globale, premièrement, il faut savoir que l'utilisation de ces fonds ne cadre pas avec l'objectif. Donc, les fonds sont utilisés à autre chose. Nous avons relevé qu'il y a des fonds qui ont transité d'autres comptes bancaires. Imaginez qu'autour de 4 millions de dollars américains ont servi à financer des cambistes. Ça veut dire qu'un bureau d'échange, ça c'est vraiment anormal. Deuxièmement, nous avons noté aussi qu'il y avait plusieurs comptes bancaires d'affectation. Ça veut dire que l'argent quitte le compte principal de FRIVAO, ça va vers des comptes où on a fait des dépôts à terme qui génèrent des bénéfices. Et ces bénéfices-là ont permis de rémunérer notamment les membres de FRIVAO, mais aussi payer certains experts au niveau du ministère de la Justice. Il y a des fonds qui ont aussi servi à acheter des véhicules pour le secrétariat général au ministère de la Justice. Selon votre enquête ou selon vos analyses, qui serait responsable de ce que vous appelez gestion opaque ou détournement des fonds? Le décret portant organisation et fonctionnement des FRIVAO dit que l'ordonnateur principal, c'est le coordonnateur. Mais dans ce sens ici, nous avons constaté que c'est le ministre de la Justice qui ordonne tous les mouvements de décaissement. Tout ça, ça pose énormément de problèmes en termes de tutelle de gestion. Le second problème est qu'il y a eu une multiplicité de comptes bancaires. Tout ça, ça ne permet pas à ce que nous puissions comprendre. Et tous les courriers que nous avons analysés, c'est le ministre qui ordonne. Donc, c'est pratiquement
aucun détournement avéré parce que les objectifs de ces fonds-là n'ont pas été atteints dès lors qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui ont bénéficié de ces fonds. Imaginez que sur les 105 millions de dollars affectés à l'indemnisation, on a débloqué tout simplement 1% de ces fonds-là et le reste, il faut aujourd'hui que la justice nous dise à quoi aurait servi le reste des fonds pour permettre à ce que les populations qui sont à Kisangani en attente de ces fonds puissent en bénéficier. Nous avons fait des simulations. On paye pratiquement à une victime quelque chose de 2000 dollars américains. Mais si on fait des ventilations par rapport au nombre de victimes déclarées, je pense qu'une victime peut bénéficier autour de 30 000 dollars. Il y a plusieurs acteurs là-dedans qui ne permettent pas à ce que nous puissions faire la traçabilité. Et quelles sont vos recommandations? Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que nos frères qui sont à Kisangani, à Banalia, partout dans la province de la Chopo, il faudrait qu'il y ait une justice pour que ces gens puissent obtenir leurs fonds. Les fonds doivent exister et doivent être récupérés au cas où un détournement devrait être établi à la fin. Nous pensons que seule la justice peut nous aider à rétablir la vérité dans cette affaire ici. Deuxième élément, nous voudrons que comme recommandation, aujourd'hui, il faut une remise en cause des FRIFAO. Nous pensons que Madame la Première ministre devrait prendre une décision qui devrait nous permettre de dissoudre FRIFAO. On doit confier la mission d'indemnisation des victimes à d'autres services étatiques qui existent au sein du ministère de la Justice qui disposent des moyens. Valérie Madianga, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du Journal du Matin, dont voici d'abord le titre. La République démocratique du Congo va bénéficier de plus de 3 millions de dollars pour promouvoir son commerce sur le plan international. Ce montant est décroché par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, par les billets des experts de son ministère. C'est un partenariat international visant à aider les pays moins avancés à renforcer leur capacité commerciale pour stimuler leur croissance économique et réduire la pauvreté. Les députés provinciaux Trifen Saïdi, élus de Bafouassende, lancent un cri d'alarme au sujet de la présence des éléments ADF dans cette entité. Selon lui, les militaires FARDC du bataillon Jungle dépêchés sur les lieux n'ont pas atteint la zone investie par les assaillants. Ils se sont limités à mi-chemin. C'est ce qui laisse libre cours à ces rebelles de poursuivre leur basse besogne. L'invité de ce journal, c'est Jérémy Kitty, chargé de programme de l'ONG Jericho Hope and Peace. Il parle du projet Réponse en sécurité alimentaire en faveur des communautés affectées par la crise dans la zone de santé de Kiroshi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. La République démocratique du Congo va bénéficier de 3 500 000 dollars pour promouvoir son commerce sur le plan international. Ce montant est décroché par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, par le biais des experts de son ministère, dépêchés aux travaux du Forum global du cadre intégré renforcé. C'est un partenariat international visant à aider les pays moins avancés à renforcer leur capacité commerciale pour stimuler leur croissance économique et réduire la pauvreté. Cela grâce au financement de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, ainsi que l'Organisation mondiale du commerce. Cette réunion s'est tenue du 15 au 16 septembre dernier à Genève en Suisse, mais l'annonce a été faite hier vendredi. On écoute les explications de Gilles Mouilumbo, secrétaire général au commerce extérieur, dans cet extrait proposé par Alain Irung. Le commerce est un instrument, un levier essentiel pour le développement des pays les moins avancés. Et certains pays qui ont bénéficié de ce programme ont su quitter la zone des pays les moins avancés pour accéder à l'autre zone qui est le pays en développement. Et donc nous avons cette ambition-là, de faire du commerce réellement un instrument de développement de notre pays. D'autant plus que nous avons différents marchés, notamment le marché d'ASFECAF, qui va également bénéficier de ce projet, qui va à travers les innovations, à travers le développement du commerce numérique, à travers l'amélioration des filières porteuses de croissance, pour que nous puissions réellement nous intégrer aussi bien dans le système commercial multilatéral
que dans la CECAF. À ce jour, le CIR dispose de plus de 200 millions de dollars pour financer les pays les moins avancés. Mais comme il s'agit d'un programme inclusif qui va intégrer différents aspects qui concourent à la promotion du commerce, donc nous allons travailler non seulement avec le secteur privé, mais également avec d'autres ministères, avec d'autres structures qui interviennent comme le commerce transversal. Nous allons travailler avec toutes les instances qui sont concernées justement par la promotion et le développement du commerce. Direction les palais du peuple à présent. Sachez que le droit de 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale visés par les pétitions sont sauvés. Il s'agit du rapporteur Jacques Njodi, la questeure Chimène Polipoli et la questeure adjointe Grace Nehema. Au cours de la plénière de ce vendredi consacrée à l'examen du rapport de la commission spéciale, cette instance dirigée par le député Peter Kazadi a conclu à l'absence de fondement des accusations. La commission a demandé à la plénière de déclarer ces pétitions recevables mais non fondées au regard des moyens de défense présentés par ce membre du bureau accusé de mauvaise gestion, chacun selon ses responsabilités. Ainsi, à l'issue d'un vote à main levée, la plénière a adopté les conclusions de la commission. Par conséquent, Joly, Polipoli et Nehema sont réhabilités dans leurs fonctions. Cri d'alarme d'un élu de la circonscription électorale du territoire de Bafoussende au sujet de la présence des éléments ADF dans cette entité. Selon les députés provinciaux Trifen Mbikaniembe Saïdi, les militaires FARDC du bataillon jungle dépêchés sur les lieux n'ont pas atteint la zone investie par les assaillants. Ils se sont limités à mi-chemin, ce qui permet aux éléments ADF de poursuivre allègrement leur déplacement en direction de Kisangani ou d'un autre lieu dans la forêt qui constituerait leur sanctuaire. Il l'a dit ce vendredi devant la presse locale. Il interpelle les autorités aussi bien recueillies par Jacques Mokonkole. Ils n'ont pas parvenu à arriver à Niassi. Ils sont aujourd'hui au chef-lieu du secteur. Et les autres qui sont à Bafoussende ont pris la garde de Sema à 12 km de Bafoussende. Les ADF continuent leur marche paisiblement pour venir, je ne sais pas moi, à Kisangani, soit chercher une grande forêt pour mettre leur bastion et puis continuer les exactions. Nous voulons que les autorités militaires puissent donner des ordres précis pour traquer les ADF qui sont déjà à Bafoussende dans la province de l'Atchon. Au lieu de dire que non, ce que nous disons, ce n'est pas vrai, soit de minimiser l'affaire. Parce que depuis qu'on avait commencé à décrier jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas toujours un écho favorable de ces autorités. Et aussi, les autorités provinciales de prendre le bras, le corps, le problème, de plaider au niveau du gouvernement national. Parce que le pire arrivera, l'histoire retiendra que non, on avait déjà crié fort, on avait déjà monté au créneau pour qu'on puisse dénoncer cette énergie. Rappelons qu'avant-hier, l'administrateur du territoire de Bafoussende a déclaré que la 31e région militaire avait instruit le commandant du bataillon jungle basé à Bafoussende de déployer des éléments dans les secteurs où sont signalés les ADF afin de les traquer. La chef adjointe de la MONUSCO s'insurge contre les discours de haine. Viviane Van de Peer s'est exprimée ce vendredi à l'occasion de la clôture de sa mission des 72 heures en Ituri. Elle a déclaré, nous citons, « Tout le monde doit s'investir dans la lutte contre les discours de haine. Cela voit pour que la province retrouve la paix et la stabilité. » Elle s'est rendue à Tchabi et Djina, deux entités des territoires du Roumo et de Djougou, où elle a rencontré différentes organisations de la société civile et inauguré des projets financés par la MONUSCO. Viviane Van de Peer a salué la collaboration entre la MONUSCO et les autorités militaires locales et a réaffirmé l'engagement de la mission onusienne aux côtés de toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour une paix durable en Ituri. On l'écoute au micro de Jean-Claude Lokidile. On est en étroite coopération avec le gouvernement, avec le gouverneur d'Ituri. Personne ne peut régler tous les problèmes lui-même. Alors on travaille en étroite collaboration. Et je me suis rencontrée beaucoup avec les femmes, les sociétés civiles, les jeunes. Il y a un grand rôle à jouer pour la société civile parce que si le discours de haine continue, il n'y aurait jamais
de la paix. Alors c'est un rôle pour tous les citoyens à jouer, surtout la femme, les jeunes, pour mettre fin à cette guerre. 30 ans est trop. Autre nouvelle, l'opération d'identification et enregistrement des défenseurs des droits de l'homme œuvrant en RDC est en cours. Il a été officiellement lancé jeudi à Kinshasa par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Pour la première journée, plus de 40 défenseurs ont été enregistrés. Annoncée par la CNDH, depuis la semaine dernière, cette opération est illimitée dans la durée et va s'étendre dans les prochains mois en province. Sa mission, formaliser et sécuriser le travail des défenseurs des droits de l'homme en mettant en place un répertoire permettant de bien les identifier, comme l'a souligné son président. Le reportage est signé Jeff Ngoï-Moulonda. La CNDH se conforme aux dispositions de la loi du 15 juin 2023 relative à la responsabilité et à la protection des défenseurs des droits de l'homme ainsi qu'à l'arrêté du 25 novembre 2024 du ministère des Droits humains. Selon Paul Nsapou, président de la CNDH, l'opération ne porte aucune atteinte à l'indépendance des DDH, mais apporte plutôt des garanties de protection nécessaires dans l'exercice de leur libre travail. Contrairement à ceux qui contestent cet enregistrement, plusieurs DDH rencontrés au siège de la commission affirment soutenir l'opération. En tant que défenseurs des droits humains, nous sommes très heureux, nous sommes un peu soulagés de cette activité qui vient de prendre le début aujourd'hui, dans le bon sens que les défenseurs des droits humains qui étaient menacés, tracassés et tués même seront bientôt protégés par la loi. Nous sommes en train d'appeler nos collègues défenseurs des droits humains de bien recevoir les messages et d'éviter toute péripétie qui peut être à l'encontre du projet. L'effectivité de cette opération est le résultat et une récompense d'un long combat des DDH attendu par la CNDH depuis 2 ans de la loi y afférente. Après la production de maïs, la construction d'écoles, des centres hospitaliers et la distribution des bancs aux écoles, universités et instituts supérieurs du pays, le service national va désormais habiller les militaires et policiers congolais. Il ouvre en décembre 2025 un atelier national de confection des tenues militaires et policières. Cet atelier, tenu par d'anciens délinquants devenus bâtisseurs de la nation, produira 2000 tenues par jour, 700 000 par an. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, le commandant du service national qui est descendu en Zélé pour inspecter les travaux de construction de cet atelier. Tous les matériels sont déjà ici au pays. L'atelier sera inauguré d'ici décembre, rassure-t-il. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung. Nous attendons que le mois prochain, on amène les bâtisseurs. Nous avons quand même des défis, il nous faut de moyens parce que il faut construire quelque part les cantonnements. Il faut tout un bataillon, il faut plus ou moins 850 bâtisseurs qui vont commencer à travailler ici chaque jour. Quand ils vont venir ici, il faut les loger. Nous n'avons pas encore de logement, donc il y a ces défis-là. Ça demande de l'argent. Il faut construire pour les héberger. Ça, chaque jour, ils travaillent ici. Et chaque jour, ils commenceront à produire 2000 tenues. 2000. Tous les 2 jours, vous avez des tenues pour équiper une brigade. Et la capacité annuelle, c'est plus ou moins 700 000 tenues annuellement. Ça couvre le besoin de l'armée, de la police, du service national. Pas une seule tenue, 2 tenues ou 3 tenues par personne par année. Kinshasa toujours, plusieurs jeunes se battent à la rivière Njili dans l'est de Kinshasa chaque jour pour gagner leur vie dans les carrières de sable. Cette activité est devenue une source de survie, un vrai travail d'entrepreneuriat. Une équipe de Radio Kapi est descendue sur place hier mercredi, hier et a constaté le courage et la détermination de ces jeunes âgés entre 18 à 30 ans. C'est un reportage signé J.R. Kabamba. Munis des pirogues, des bêches, des seaux en métal, ces jeunes travaillent dur pour extraire les sables. C'est le cas à la carrière à la fois, située à une dizaine de mètres de la route Sekoumar. Selon Pascal Zeba, les doyens de ce site, cette activité existe depuis 2001. Malgré la pluie, les difficultés, nous travaillons dur du matin au soir. Qui fait un petit sable. Notre activité consiste à extraire du sable pour les vendre.
Cette carrière existe depuis 2001 et nous faisons face à beaucoup de difficultés, rien que lors des récentes inondations, plus de 140 pirogues ont été emportées. Mais ce travail est risqué. En plus, ils dénoncent le manque de matériel et l'épuisement physique. Et pourtant, plusieurs camions bennes repartent chaque jour, chargés de sable, indispensables aux constructions de la capitale, ajoutent ces jeunes. Profitant de la présence des médias, ces entrepreneurs de fortune lancent un appel vibrant aux autorités congolaises. Nous demandons aux autorités de nous aider. Nous voulons que nos activités reprennent normalement. Nous espérons aussi que le chef de l'État pense en nous comme l'ancien président Kabila à l'époque. Nous aimons beaucoup le président Tshisekedi car il est proche du peuple. Ces jeunes prouvent que l'entrepreneuriat ne se limite pas au bureau, dans la sueur et dans la poussière des carrières. Ils montrent chaque jour que le courage et la persévérance peuvent transformer le travail dur en espoir et en autosuffisance. L'actualité, c'est aussi les sages-femmes qui étaient dans l'horaire hier, vendredi 26 septembre 2025. Le monde a célébré la journée de la contraception. La province du Maniema a aussi commémoré cette journée à sa manière. La structure dénommée Société congolaise de la pratique des sages-femmes s'est saisie de cette opportunité pour sensibiliser la communauté en vue de promouvoir la planification familiale au cours d'une conférence débat ayant pour thème la planification familiale, un droit pour tous. Les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à la suite des enseignements reçus. Puisque nous sommes dans les domaines de la santé, sachez que plus de 50 agents sanitaires viennent d'être formés sur la santé mentale et le soutien psychosocial à Butembo. Objectif de cet atelier, organisé par le Bureau diocésain des œuvres médicales, renforcer les compétences des participants pour une meilleure prise en charge des patients et l'utilisation d'outils de diagnostic. Les participants et facilitateurs se sont évidemment dit satisfaits et espèrent mettre en pratique ces connaissances pour soulager la population touchée par l'insécurité et les conflits. Actualité internationale. À Madagascar, le mouvement de protestation s'est propagé ce 26 septembre à plusieurs villes du pays, dont Diego Suarez, où des affrontements violents ont été constatés entre manifestants et forces de l'ordre. En plus de la capitale Antananarivo, plusieurs grandes villes du pays se trouvaient cette nuit sous couvre-feu. Ils sont 12 candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Parmi eux, le président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, brigue un 8e mandat à l'âge de 92 ans. En attendant d'éventuels désistements, les 12 candidats sont présentés ici dans l'ordre d'apparition sur la liste officielle de l'ECAM, Élections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation du scrutin. L'invité du jour est Jérémy Kiti, chargé des programmes de l'ONG Jericho Hope and Peace, basé à Goma, au Nord Kivu. L'encadrement s'est fait donc depuis le mois de juillet dernier. Cette structure encadre 500 ménages de personnes retournées dans le territoire de Massissi après des années passées loin de chez elles à cause de la guerre. Jérémy Kiti s'entretient avec Chris Moukand. Jérémy Kiti, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Votre organisation implémente un projet dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu. Voudriez-vous nous en parler? Actuellement, nous sommes en train d'exécuter un projet intitulé Réponse à sécurité alimentaire en faveur des communautés affectées par la crise dans la zone de santé de Kiroche, au Nord Kivu. C'est un projet qui bénéficie des soutiens financiers du Fonds humanitaire à la République démocratique du Congo pour une durée de 8 mois à dater du 10 juillet. Alors, ce projet a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire des communautés retournées dans la zone de santé de Kiroche en territoire de Massissi à travers les soutiens à la production agricole, l'assistance alimentaire d'urgence pour la protection des semences et le renforcement des capacités des communautés sur les bonnes pratiques agricoles. C'est un projet qui est financé à terme de $250 000. Le projet, en tout cas, repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le renforcement des capacités des bénéficiaires sur les bonnes pratiques agricoles. Et là, nous organisons beaucoup de formations en faveur de nos bénéficiaires. Le projet cible 500 chefs de ménage dans 2 aires de santé, celui de Kimoka et celui de Murambi. Alors, donc, nous organisons des ateliers de formation de renforcement des capacités de nos bénéficiaires sur les bonnes pratiques agricoles. Le deuxième pilier, c'est
La distribution de la semence, comme vous le savez, nous sommes à pleine période culturelle. Nous avons distribué des semences à faveur de tous nos bénéficiaires. Nous avons aussi partagé des outils aratoires qui accompagnent déjà la saison culturelle. Alors, le troisième pilier de ce projet, c'est la distribution de la ration alimentaire pour sécuriser les semences. Nous avons distribué la ration alimentaire à 500 chefs de ménage des bénéficiaires directs de notre projet. À chaque ménage, on a donné 40 kilos de céréales, donc de la farine de maïs. On a donné 25 kilos de haricots et 5 litres d'huile végétale et a fait un paquet de 10 sachets de sel. Ça veut dire que cette distribution a été faite déjà et le temps que nos bénéficiaires seront en train d'attendre leur récolte, nous envisageons aussi faire une deuxième distribution, les mêmes bénéficiaires avec les mêmes items d'ici fin novembre 2025. Le projet est déjà dans la communauté. Nous avons installé également les mécanismes de gestion des plaintes. Nous avons mis en place ces mécanismes déjà afin de permettre vraiment à nos bénéficiaires, dans le cadre de redevabilité, de nous monter les informations qui vont nous permettre déjà d'améliorer nos actions futures et éventuellement à corriger les erreurs qui ont été commises. Par exemple, quand on a fait la distribution, il y a des petites erreurs qui se glissent, mais au moins avec les mécanismes de redevabilité, la mise en place de ces mécanismes-là, ça va nous permettre de nous rassurer que les actions que nous menons sur le terrain sont en train d'apporter une réponse adéquate par rapport aux besoins qui ont été exprimés par les bénéficiaires du projet lorsque nous avons fait l'évaluation des besoins. Vous soutenez la relance des activités de champ en faveur de ces ménages retournés dans le territoire de Massissi. Ne se pose-t-il pas un problème de conflit foncier? Depuis le lancement du projet jusqu'à ce stade où nous sommes, nous n'avons pas encore eu à enregistrer des cas de conflits fonciers qui affectent notre projet. Et nous travaillons étroitement avec l'inspection territoriale de l'agriculture qui nous aide à faire le suivi sur les activités réalisées par nos bénéficiaires. Ils nous accompagnent pour l'encadrement de nos bénéficiaires. Nous aurions aussi souhaité vous informer que nous travaillons étroitement avec la radio communautaire de Saké dans le cadre de la diffusion des informations sur les activités réalisées dans la communauté. Nous avons mis en place un comité de gestion des plaintes qui nous permettrait déjà de remonter les informations sur les conflits dans la communauté, mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu de plaintes dans ce sens-là. Jusqu'à quand va durer cet accompagnement? Je rappelle que le projet est exécuté sur une période de 8 mois, à dater du 10 juillet 2025 jusqu'au 9 mars 2026. Jérémy Kiti, merci. C'était notre invité Jérémy Kiti qui s'entretenait avec Chris Moukan. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du Journal du Matin, coordonnée par Jean Gantou Kabongo et supervisée par Livin Mbouinga Voubou. Et la mise en onde est assurée par Billy Landry Betou. Vous pouvez encore réécouter ces journaux sur toutes nos plateformes digitales et sur www. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.